Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Elphilo 1250. Elphilo 1250, c'est pas trop sexy comme nom, mais c'est l'intitulé du cours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment à Louvain-la-Neuve, c'est pas trop ça. Les campus sont déserts, les rues sont vides comme une cité hantée, on a le sentiment que les gens ont peur, ils restent cloîtrés chez eux. Alors, quoi de plus, quoi de mieux pour faire une petite vidéo qui va récapituler la quintessence du TP de logique. Alors, avant de commencer le TP, j'aimerais bien tout d'abord faire un petit aparté sur à quoi ça sert la logique dans la vie. Dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui, qu'est-ce que ça ferait en fait de ne pas avoir de logique? On peut poser la question à rebours. Je vous présente un exemple de personne qui n'aurait pas de logique et qui serait amenée à raisonner face au contexte que nous traversons. Moi, le coronavirus, ça me fait peur, ok? Ça fait 6 mois que je construis une cabane pour ce coronavirus. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le roi en a parlé, il a dit « Faites attention, restez chez vous ». Moi, je dis « Ça va être la future grippe espagnole ». Je peux pas supporter ça, ok? On se fout de notre gueule. Ça fait des mois que je fais cette cabane. Des années qu'on nous dit c'est la fin du monde. 2012, 2020, personne n'a rien fait. On attend, on voit le réchauffement climatique qui s'abat sur nous. Super, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Thibaut pour cette formidable intervention. Nous ne ferons pas de commentaires. En revanche, je vous propose maintenant de regarder comment se comporte Antoine, étudiant studieux, modèle, qui a assisté à tous les TP de logique. On t'écoute Antoine. Le coronavirus n'est pas du tout comparable à la grippe espagnole ou à la grippe de tous les jours. Coronavirus, un mort. Grippe espagnole, 20 à 50 millions de morts. Grippe de tous les jours, 20 000 morts chaque année en France. Donc si nous prenons en compte ces paramètres, par A plus B, le coronavirus, aucun danger. Oui mesdames et messieurs, oui, 20 000 morts. Donc en bref, suivez bien les recommandations qui sont données par le gouvernement, la presse et notre chère institution, et surtout, ne paniquez pas. Sur ces entrefaits, je propose maintenant de commencer le TP proprement dit. Comme je vous l'avais annoncé dans un mail précédemment, l'objectif du TP est de vous aider à comprendre la solution des exercices qui figurent présentement sur Moodle. Donc si vous n'avez pas encore pris connaissance des exercices ou tenté de les résoudre par vous-même, je vous invite à quitter immédiatement cette petite vidéo et à vous rendre sur Moodle. L'intitulé de ce TP est l'axiomatique. Dans un premier temps, nous allons tout simplement faire un exercice de transcription des phrases du langage ordinaire vers le langage de la logique propositionnelle. Donc il s'agira d'une retranscription. Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à certaines propositions écrites dans la logique propositionnelle et nous allons nous poser la question de savoir si ce sont des propositions contingentes, c'est-à-dire qui peuvent être vraies ou fausses, si ce sont des propositions qui sont systématiquement fausses, c'est-à-dire des contradictions, ou est-ce que ce sont des propositions qui sont toujours vraies, c'est-à-dire des tautologies. Dans un troisième temps, nous allons ensuite nous intéresser aux 14 axiomes qui définissent la logique des propositions et constater que chacun de ces axiomes peuvent être donner naissance à une règle de dérivation. C'est-à-dire qu'au sein d'un raisonnement formel, ce qu'on va appeler une démonstration, on commencera toujours par poser un certain nombre de propositions initiales, ensuite on va invoquer des axiomes et on parvient ainsi à certaines conclusions. Évidemment, les règles qu'on utilise pour parvenir aux conclusions, elles sont de deux ordres, soit on utilise le modus ponens et le modus tollens, ça c'est une première possibilité, soit on utilise les règles dérivées de l'usage des axiomes. Et donc ce qu'on va voir, c'est comment passer des 14 axiomes de la liste dont nous parlions aux 14 règles de dérivation qui vont pouvoir être utilisées dans une démonstration. Quatrièmement, nous allons nous intéresser à un exercice un petit peu plus corsé qui consiste à établir une preuve axiomatique pure. Quand on veut démontrer un résultat, il y a différentes façons de procéder. En général, il n'y a pas qu'une seule manière d'écrire une démonstration. En revanche, beaucoup de ces manières ne sont pas des démonstrations axiomatiques pures, et ce pour plusieurs raisons. Soit elles reposent sur des règles de dérivation, qui sont elles-mêmes basées sur les axiomes, soit elles reposent sur des principes comme le principe d'hypothèse,
et pas uniquement sur le modus ponens. L'objectif de l'exercice consistera à supprimer toute référence à ce qui n'est pas purement et simplement des axiomes. Ce genre d'exercice peut figurer à l'examen et représente parmi les exercices les plus techniques. Pour la petite curiosité, il faut savoir que la preuve axiomatique pure qu'on va voir, elle peut être faite apparemment en 9 étapes. Mais si jamais vous arrivez en 8 étapes, signalez-le moi, car vous aurez battu le record. Alors, commençons directement avec la première phrase. S'il n'était pas mort, il serait encore en vie. C'est une phrase qu'on attribue traditionnellement à la mort de Lapalisse, qui était un militaire assez courageux, mais pour la petite histoire, il se trouve que cette phrase a été déformée, parce que originellement, la phrase qui était écrite sur son tombeau disait la chose suivante: s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie, avec la liaison entre le en et le vie. Or, il se trouve qu'à l'époque, les F, comme vous le savez peut-être, ressemblaient à des S, d'où le ferait qui est devenu serait. Et c'est ainsi qu'on se trouve face à une phrase qui, in fine, ressemble à une tautologie, c'est-à-dire que il paraît évident qu'elle ne peut pas être falsifiée. Si on n'est pas mort, on est en vie. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la traduction qu'on va donner à cette phrase dans la logique des propositions, on va constater qu'il ne s'agit plus du tout d'une tautologie. Et la raison en est que quand on est ici dans le cas de la syntaxique, eh bien, on ne peut pas présupposer de signification au terme auquel on est confronté. Et donc, on va devoir utiliser un symbole différent pour exprimer l'idée il n'est pas mort. Ça va être le symbole A. Donc, on posera A égale à il est mort. Et donc, la négation, ça signifiera il n'est pas mort. Et on va utiliser un autre symbole pour dire il est encore en vie. Et alors, ce sera le symbole B. Et on se retrouve ainsi que l'implication non A implique B. Évidemment, nous autres, nous savons que être en vie, c'est le contraire d'être mort. Et donc, on aurait voulu écrire non A implique non A, et on se trouverait ainsi face à une tautologie de l'espèce la plus simple. Cependant, il faut se dire que quand on fait ça, ça veut dire que on a déjà en vue une sémantique, donc on sait l'ensemble des objets auxquels se réfère le fait d'être mort et l'ensemble des objets auxquels se réfère le fait d'être en vie. Et comme on sait que ces deux ensembles sont équivalents, eh bien la tautologie nous paraît transparente. Or, comme on est ici dans le cadre de la syntaxique, on ne peut pas présupposer une sémantique. Donc, pour se représenter la situation, on pourrait faire l'expérience de pensée suivante. Imaginons en fait que vous êtes un Chinois et que vous êtes dans une pièce et on vous donne la phrase sous les yeux. Vous êtes sans doute capable de connaître quelques mots du français, mais pas beaucoup. Disons uniquement le strict nécessaire pour pouvoir dégager une structure logique. Et donc vous comprenez qu'il y a un si et qu'il y a une virgule, et vous en déduisez qu'il doit y avoir une implication entre le terme à gauche et le terme à droite, mais vous ne savez pas du tout ce que veut dire mort, ni ce que veut dire être en vie. Et donc dans ce cas-là, votre traduction cohérente consistera à poser effectivement deux symboles différents. Et c'est ça la réponse qui est attendue dans cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris la petite subtilité, et je propose maintenant de passer au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux ». C'est une phrase qui nous vient en fait directement de Saint Paul et qu'on peut trouver dans la Bible et qui est en fait reprise à Épiménide. Épiménide, vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'on lui doit le paradoxe du menteur, qui consiste à dire tous les Crétois sont des menteurs, sachant que Épiménide est déjà un menteur. Je vous laisse réfléchir à ce paradoxe si vous ne l'aviez pas déjà envisagé. Il fera l'objet de toute façon d'un cours ultérieur. Donc ici, on se demande comment est-ce qu'on va être capable de poser des symboles de façon à capturer les idées qui sont dans cette phrase. Et donc, la solution que je vous propose ici, qui est assez univoque, elle consiste à poser un premier symbole, c'est être crétois, et un deuxième, être un menteur, une méchante bête et un ventre paresseux. Et alors, dans ce cas, on a à nouveau une implication, c'est-à-dire que si on est crétois, alors on est un menteur, une méchante bête et un ventre paresseux. Néanmoins, il faut noter une petite remarque à ce stade, c'est que ici, le symbole M qu'on a posé regroupe l'ensemble de la phrase, c'est-à-dire à la fois être un menteur, une méchante bête et un ventre paresseux, ce qui est tout à fait admissible, mais il aurait été peut-être plus précis de poser trois symboles différents, un pour être un menteur, un autre pour une méchante bête, et un troisième enfin pour un ventre paresseux. Et dans ce cas, il aurait fallu les lier à l'aide d'une conjonction, donc la conjonction, c'est le symbole que vous voyez là, et on aurait eu C implique
M conjonction, le deuxième symbole, conjonction, le troisième. Donc ici, on voit qu'on est en présence d'un choix à faire quant au nombre de symboles qu'on veut utiliser pour représenter les idées qui sont dans la phrase. Et il y a évidemment une sorte de degré de liberté. Il n'en va pas de toute nécessité, quand vous vous retrouvez face à une phrase en français, d'avoir une seule traduction en logique. Et en cela, la logique n'échappe pas aux autres spécificités des traductions linguistiques. Il y a toujours un choix, une interprétation qui est faite par le traducteur. Mais on va voir dans l'exercice suivant que d'autres problèmes peuvent se présenter qui, eux, sont plus problématiques encore. C'est ainsi qu'on en arrive à l'exercice 3, qui est une phrase que Lénine a prononcée lors du 18e congrès des soviets. Ce congrès avait lieu en fait une fois par an et il visait à entériner les décisions prises par le comité exécutif. Et donc il aurait dit la chose suivante, le communisme, virgule, c'est les soviets plus l'électricité. Évidemment, je ne peux pas me mettre à la place de Lénine, mais j'ai quand même le sentiment que quand il dit ça, il veut dire que le communisme regroupe au moins la propriété d'être un soviet et d'avoir de l'électricité, mais que probablement le communisme est bien d'autres choses que uniquement et tout simplement les soviets et l'électricité. Et cette nuance est d'importance cruciale, parce qu'en français, on n'utilise pas les mêmes connecteurs logiques que dans la logique des propositions. On est en quelque sorte moins précis ou moins rigoureux sur certains aspects, tandis que sur d'autres aspects, il peut arriver qu'on soit plus précis, mais ça on va le voir dans l'exercice qui suit. Et donc effectivement, quand il est indiqué le communisme, virgule, c'est les soviets plus l'électricité, eh bien on pourrait soit l'interpréter comme on l'a fait jusqu'à présent, avec une implication. On disait être communiste, ça signifie être un soviet et aussi avoir l'électricité, mais on pourrait se dire qu'il s'agit en fait d'une bi-implication, et donc il y a strictement égalité entre les deux termes. Ça veut dire que être communiste, c'est être soviet et l'électricité, et inversement, être soviet et avoir l'électricité, c'est le communisme. Et donc on pourrait lire en fait la proposition dans les deux sens. Et c'est important d'avoir cette distinction parce que dans votre phrase en français, il y a ambiguïté. On ne sait pas exactement s'il s'agit du premier cas ou du deuxième cas. Alors maintenant, d'un point de vue logique, quelle est la différence entre ces deux propositions? Eh bien, cette proposition-ci n'est vraie que si, lorsque le terme à gauche est vrai, celui à droite est vrai aussi. Ou, lorsque le terme à gauche est faux, celui à droite est faux aussi. Tandis que ici, cette proposition-là est vraie tout le temps, sauf si le terme à gauche est vrai et que le terme à droite est faux, parce que du vrai ne peut pas impliquer du faux. Par contre, si le terme à gauche, donc l'antécédent, est faux, à ce moment-là, l'ensemble de la proposition est nécessairement vrai. À partir du moment où on a une implication avec un antécédent qui est faux, eh bien, on peut avoir n'importe quoi comme conséquent. Par exemple, on pourrait dire si, par suite d'une transformation génétique, j'étais invulnérable au coronavirus, je serais millionnaire. Et cette implication serait complètement valide, parce que comme il se trouve que je ne suis pas vraisemblablement invulnérable au coronavirus, et assez malheureusement, eh bien on peut en déduire n'importe quoi. Quand bien même je serai sans doute jamais millionnaire. Donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui ne matche pas exactement l'intuition, ou ce que le sens commun entend par implication, parce qu'il s'agit en aucun cas d'une relation de cause à effet, mais simplement d'une coïncidence des termes qui fait que quand on a l'élément à gauche, il s'ensuit l'élément à droite, et rien de plus. Donc, la quatrième phrase n'est qu'une illustration de ce que je viens de dire, en prenant cette fois la phrase de Orwell. La liberté, c'est l'esclavage. C'est une phrase qu'on retrouve en fait dans le livre de Goldstein, si vous avez lu 1984, à côté d'autres phrases assez intéressantes comme l'ignorance, c'est la force, et qui pourraient peut-être être appliquées aux situations contemporaines. Et donc, à partir de cette phrase-là, cette fois, on a à nouveau le choix entre faire une implication simple ou une bi-implication, mais pour des raisons de compréhension du contexte qui est celui du livre, probablement on va opter davantage pour la bi-implication parce qu'on a ici l'impression, contrairement à la phrase précédente sur le communisme, ici on a bien l'impression que l'esclavage est strictement égal à la liberté, c'est-à-dire qu'en fait ce ne sont qu'une seule et même chose, et donc la bi-implication semble plus judicieuse dans ce cas-là. Alors, cinquième phrase, et là on voit les limitations en fait de la transcription en langage logique. Elle fonctionne de la manière suivante. Elle nous vient de Gandhi, donc on reste un peu dans la veine politique, et elle consiste à dire il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. Et donc dans ce cas, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a présence du terme mais. En français, il est facile à comprendre et utilisé abondamment, mais en logique, on n'a pas ce genre de symbole. Donc on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir le substituer.
Et la solution que je vous propose, qui est cela dit pas nécessairement unique, elle consiste à dire qu'on va remplacer le mais par une conjonction, c'est-à-dire par un et. Mais on aura dans le membre à droite et dans le membre à droite et à gauche, pardon, on aura toujours une implication avec le même antécédent qui est C. Donc C, c'est une noble cause. Et on aurait, si la cause est noble, alors je suis prêt à mourir. Et si la cause est noble, je ne suis pas prêt à tuer. Et donc, c'est une manière d'écrire, si la cause est noble, on a M et T. Évidemment, une autre manière de l'écrire, qui n'est pas équivalente d'un point de vue formel, mais qui semblerait aussi une manière cohérente de capturer la phrase, consisterait à dire C implique, ouvrez la parenthèse, M et non T. Ce serait aussi une autre manière de le voir. Et donc, ça c'est une première chose. Une autre chose, c'est que dans la phrase en français, vous voyez, il est écrit il y a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, ça renvoie à une quantification qui n'existe pas du tout dans la logique des propositions. La logique des propositions, le beaucoup, aucun, tous, ce sont des termes qu'on ne peut pas faire figurer explicitement. Alors on verra qu'il existe ce qu'on appelle des quantificateurs dans le cadre de la logique des prédicats qu'on va voir dans un deuxième temps, mais actuellement, malheureusement, on n'est vraiment pas en mesure de pouvoir traduire cette subtilité dans la phrase. Et donc, en fait, ici, elle est lue de telle manière à ce que quand la cause est noble, dans tous les cas, je suis prêt à mourir, mais je ne suis pas prêt à tuer. Donc, ça ne capture pas l'idée que peut-être pour certaines causes, Gandhi n'était pas prêt à mourir. Donc, vous voyez un petit peu la complexité qu'il y a en fait à opérer ce genre de traduction. Alors, continuons, cette fois avec une phrase de David Gemmell, qui est un écrivain britannique, qui a fait notamment de la fantaisie et des fictions d'ordre historique. Et alors, dans une de ses phrases, dans un de ses livres, il a dit la phrase suivante: même si 1 million de personnes croient en une idiotie, ça reste une idiotie. Donc par exemple, si 1 million de personnes vous dit que le coronavirus est aussi dangereux en l'état actuel que la grippe espagnole, on peut estimer que ça ne rend pas la proposition vraie pour autant. C'est exactement ce qui est exprimé là, et pour la traduire dans le langage de proposition, on va poser un symbole M qui veut dire 1 million de personnes croient en une proposition, P, et le symbole I qui dit la proposition P est idiote. Et alors, pour tenter d'exprimer ceci, on va écrire que si on a M, c'est-à-dire 1 million de personnes croient en une proposition P, et I, la proposition P est idiote, eh bien, la proposition P est idiote quand même. Donc, alors ici, notez qu'il aurait fallu des parenthèses. Donc, je vous le dis oralement. Entre à gauche du M et à droite du I ici, en toute rigueur, il faudrait mettre des parenthèses. Donc, supposez pour le moment qu'elles sont là, je vais éditer le document et envoyer la version correcte sur Moodle. Donc, lorsque vous êtes en présence de cette phrase, il n'y a aucune situation dans laquelle 1 million de personnes croient une proposition P et la proposition est idiote qui implique que la proposition n'est pas idiote. Donc c'est ça qui est capturé. Donc là en fait c'est finalement très similaire à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc je vous propose de terminer avec la phrase suivante. Si le fait d'être un honnête homme chrétien de surcroît implique de mourir, alors je mourrai. Ça c'est une phrase que j'ai inventée moi-même, de manière à pouvoir illustrer une relation un petit peu plus complexe. Ici on va poser 3 symboles. Un H qui consiste à dire être un honnête homme. On a un symbole C qui consiste à être chrétien, et M qui veut dire mourir. Et donc dans ce cas, la première partie de la phrase, si le fait d'être un honnête homme chrétien de surcroît implique de mourir, ça c'est la première partie de la phrase, c'est tout ça, on va l'exprimer dans ceci. Ça veut dire si je suis un honnête homme chrétien de surcroît, et que ça implique de mourir, si être un honnête homme chrétien implique de mourir, alors, deuxième implication, je meurs. Donc on a finalement 2 implications, une qui correspond à la première, si être honnête chrétien implique de mourir, et l'autre qui veut dire alors je meurs. Et donc on a la phrase que vous trouvez ici. Voilà pour le premier exercice. J'espère que ça vous a clarifié l'esprit, et nous allons maintenant passer à la suite. Alors, dans ce deuxième exercice, on va devoir considérer les 3 phrases suivantes et tenter de les interpréter en français. Donc c'est en fait
le sens contraire à ce qu'on vient de faire préalablement. Mais surtout, le point essentiel et légèrement plus compliqué, ça va être de dire s'il s'agit de tautologie, de contradiction ou de proposition contingente. Donc prenons ensemble la première phrase qui est présente ici. On voit qu'on a A et B impliquent A ou B, B équivalence A implique non A. On pourrait par exemple prendre comme symbole A le fait d'avoir le coronavirus et comme symbole B le fait d'être au lit. Donc ça dirait que si on a le coronavirus et qu'on est au lit, alors ça implique que soit on a le coronavirus, soit on est au lit. On voit bien qu'en fait la proposition qui est à gauche est plus forte que le conséquent qui se trouve ici à droite. Et donc on sent déjà que cette partie-là sera toujours vraie. Et maintenant la question est de savoir si c'est équivalent à la situation dans laquelle on aurait l'implication avoir le coronavirus signifie ne pas avoir le coronavirus. Donc ça paraît une contradiction, mais attention, comme je le répète, on est ici en présence d'une implication formelle, ce qui veut dire qu'en fait, cette implication n'est fausse que si l'antécédent à gauche là est vrai et que le conséquent est faux. Donc quand du vrai implique du faux. Or, il se pourrait que l'antécédent soit faux. Si par exemple, je n'ai effectivement pas le coronavirus, et supposons que ce soit le cas, alors ici, l'antécédent est faux. Et comme l'antécédent est faux, l'implication en son ensemble est vraie. Donc, on n'a même plus besoin en fait de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du conséquent. Donc on sait que tous les mondes possibles, tous les modèles au sein duquel A est faux, va entraîner que A implique non A est vrai. Et inversement, tous les modèles dans lesquels A est vrai va impliquer A, donc du vrai, implique du faux, ce qui est faux. Donc tous les modèles dans lesquels A est vrai a pour conséquence que A implique non A est faux. Donc, pour conclure, on sait que sur la première partie de la proposition, on a que c'est toujours vrai. Il n'existe aucun monde possible dans lequel on va falsifier cette première partie, tandis qu'à droite de la bi-équivalence, ici, eh bien, c'est vrai une fois sur deux. C'est-à-dire que c'est vrai si et seulement si A est faux. On va tenter de résumer ça dans un petit tableau de vérité. Vous allez voir, c'est assez direct. Et vraiment, donc on se retrouve ici. On a, vous voyez la proposition dont on parlait précédemment, et on va décomposer la partie à gauche de la bi-équivalence qu'on retrouve ici, et la partie à droite qu'on retrouve là. Et donc on va envisager les 4 cas possibles. Bien sûr, à l'examen écrit, vous avez toujours la possibilité d'expliquer à l'aide d'une table de vérité ou d'expliquer tout simplement avec un raisonnement français, les deux sont valides. Maintenant, peut-être pour vous épargner des erreurs possibles, la table de vérité peut être une option plus fiable. Cela dit, il ne faut pas être un fada de la table de vérité, elle n'est pas toujours nécessaire et parfois elle peut s'avérer légèrement fastidieuse. Donc évidemment, c'est à vous de considérer ce qui est le plus intéressant en fonction du contexte. Donc ici, dans la table de vérité, on répertorie toutes les situations possibles. Donc la première ligne correspond par exemple à la situation dans laquelle A et B seraient faux, et on envisage dans chacun des cas ce que ça va impliquer. Donc, si A est faux, on l'a dit, ici l'implication est vraie, parce que l'antécédent est faux, et donc on a un 1. Et ceci, on sait que c'est vrai toujours. Donc, dans la première situation, effectivement, la proposition est vraie. Par contre, dans la deuxième situation, où A est vrai et B est faux, eh bien, comme A est vrai, ici on a du vrai qui implique le contraire du vrai du faux, donc ici c'est faux, tandis que là, comme d'habitude, c'est vrai, parce qu'ici on a dit que c'est une tautologie, ça peut jamais être faux. Donc on a effectivement du vrai à gauche de la bi-équivalence ici, et du faux à droite. Et donc il en résulte quelque chose de faux. Et donc on a montré qu'il existe au moins un monde dans lequel la proposition est vraie, et deuxième ligne, un monde dans lequel la proposition est fausse. Et à partir de là, on peut effectivement en conclure qu'il s'agit d'une proposition strictement contingente, qui peut tantôt être vraie, tantôt être fausse. Très bien, alors revenons maintenant à l'énoncé. La phrase 2, je vous l'épargne, car c'est exactement le même type de raisonnement, même si la proposition est légèrement plus compliquée. Je propose de passer dorénavant à la phrase 3 et de se demander s'il s'agit d'une tautologie ou d'une proposition contingente. Donc, à nouveau ici, vous voyez bien qu'il n'y a que présence de deux symboles, le symbole A et le symbole B. Donc on pourrait à nouveau interpréter le symbole A comme avoir le coronavirus et le symbole B comme être au lit. Et donc on a une équivalence. Intuitivement, je ne sais pas si vous êtes fait une idée, mais
vous pouvez toujours vous dire, la seule manière de falsifier une équivalence, c'est d'avoir l'antécédent ici, à gauche, qui est vrai, et le conséquent à droite, qui est faux. Donc, il vous suffit en fait de vous demander, est-ce que c'est possible de rendre l'implication fausse en ayant ces conditions-là? Et donc, je vous ai résumé ceci dans le solutionnaire. Vous voyez l'antécédent ici, et le conséquent. Et alors, en faisant la table de vérité, on va envisager les 4 cas possibles, que vous voyez ici, et vous voyez que le seul cas qui peut falsifier, tous les cas qui vont, enfin, le seul cas qui va vérifier l'antécédent, c'est le cas dans lequel on a A et B implique non A, donc qui correspond à la deuxième ligne du tableau. Et dans ce cas-là, A implique non B est vrai. Et donc, le seul cas qui est susceptible de falsifier la proposition, eh bien, c'est un cas qui la rend vraie, et donc on peut conclure que l'ensemble est une tautologie. Alors, dans le cas de l'exercice 3, nous sommes en présence tout d'abord des 14 axiomes de la logique des propositions que vous voyez repris ici. Donc ces 14 axiomes sont nécessaires et suffisants pour pouvoir produire tous les raisonnements usuels qu'on va avoir dans la logique des propositions. Je vous laisse les lire attentivement. L'exercice qui est demandé est le suivant, c'est à quelle règle de déduction correspondent chacun de ces axiomes. Donc les règles de déduction, vous les trouvez écrites ici, elles sont également au nombre de 14, et on peut par exemple illustrer en prenant certaines relativement connues, comme par exemple la réduction à l'absurde. La réduction à l'absurde dit la chose suivante, on a un certain élément A qui implique B, et on a aussi ce même élément A qui implique non B, ça veut dire qu'en fait à partir d'une même prémisse A, on va impliquer B et son contraire. Et donc le raisonnement par l'absurde consiste à dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui implique une chose et son contraire, et donc ce A initial doit être faux pour empêcher de parvenir à cette contradiction. Ça, c'est un raisonnement qui est fort utilisé en logique des propositions, qui s'appelle la réduction ad absurdum, et maintenant ce qu'on se demande c'est à quel axiome présent dans la liste y correspond. Alors, je vais faire 3 exercices avec vous, qui sont à mon sens assez représentatifs. Et ensuite, je vous laisserai faire les autres par vous-même, mais vous verrez, c'est exactement le même mécanisme qui est utilisé. Si jamais vous avez des questions, vous pourriez me les adresser. Donc, on va tout d'abord prendre le problème dans l'autre sens, et on va se dire, le premier axiome, ici, A implique B implique A, faites attention aux parenthèses, et bien à quelle règle de déduction y correspond exactement. Pour ce faire, on va prendre le solutionnaire, voilà, et ici, vous voyez cet axiome, A implique B implique A, il correspond à l'introduction de l'implication. Donc l'introduction de l'implication, c'est la règle selon laquelle si j'ai un certain élément A, alors je peux dire que n'importe quelle prémisse, une prémisse B, mais j'aurais pu écrire n'importe quel symbole ici, va impliquer A. C'est pour ça qu'on parle d'une introduction, parce qu'on a introduit en fait une implication avec une prémisse tout à fait quelconque. Et donc, pour montrer que cette règle de déduction est en fait rien d'autre que un résultat de l'axiome 1, eh bien, on va faire ce qu'on appelle une démonstration. Une démonstration assez simple parce que vous voyez, elle ne comporte que 3 lignes, au sein de laquelle, dans la première ligne, on va écrire la prémisse. La prémisse du raisonnement, c'est simplement qu'on a A, comme vous le voyez là. Et dans la dernière ligne, on va devoir obtenir la conclusion. Ça veut dire B implique A. Autrement dit, on veut montrer que d'un point de vue syntaxique, A implique B implique A. Donc on fait un raisonnement dans lequel la première ligne prend la prémisse A et la dernière ligne correspond à la conclusion B implique A. Et pour que ceci soit valide, toute cette démonstration, il faut bien sûr trouver le procédé qui va nous permettre, depuis la première ligne, à arriver à la troisième ligne en tant que telle. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient l'axiome numéro 1. Donc l'axiome numéro 1, on peut toujours, à n'importe quel moment, l'écrire dans la démonstration. Donc on va avoir la ligne 2 qu'on va pouvoir écrire A implique B implique A, on le peut en vertu de l'axiome. Et puis la ligne 3, on l'obtient en utilisant le modus ponens de la ligne 1 et de la ligne 2. Donc pour rappel, le modus ponens, ça dit simplement que si on a une phrase du type quelque chose implique quelque chose d'autre, et que ce quelque chose initial fait déjà l'objet d'une ligne antérieure, alors on peut écrire à la ligne en question, à laquelle on se trouve en ce moment, tout simplement ce qui était à droite de l'implication ici. Donc,
Le modus ponens, on va l'utiliser simplement pour se dire, ah ben oui, on a A implique B implique A, et en même temps on a déjà A. Donc en fait on a B implique A. Et c'est ce qui est écrit ici. Donc, pour récapituler, on a ici une démonstration qui montre que effectivement cette règle est syntaxiquement valide. Syntaxiquement, c'est pour ça qu'on a le symbole ici. On n'est plus dans la sémantique en termes de table de vérité. Vous auriez pu évidemment le prouver aussi avec une table de vérité, mais comme on l'a prouvé à l'aide d'un axiome, eh bien on va pouvoir écrire ce symbole-ci, qui est celui de la conséquence syntaxique. Et donc on a prouvé la validité de cette règle avec le raisonnement que vous voyez là. Donc maintenant, dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la réduction par l'absurde. La réduction par l'absurde, j'en ai parlé précédemment. La règle, je vous l'ai déjà expliquée. Et donc, on va voir que ça correspond à l'axiome 14. L'axiome 14, c'est celui que vous avez, une petite seconde, celui que vous avez ici. Donc, cet axiome dit quoi? Il dit que si on a A implique B, alors ça implique que si on a aussi A implique non B, alors on a non A. Donc ça correspond complètement à ce qu'on avait décrit dans le raisonnement par l'absurde. Alors on arrive ainsi à devoir prouver ça. On va prendre comme deux premières lignes les prémices de notre raisonnement. Donc la première prémisse, ça va être A implique B, ce qu'on retrouve dans la première ligne. La deuxième prémisse, c'est A implique non B, ce qu'on retrouve dans la deuxième ligne. Donc. Et ensuite, en troisième ligne, on peut toujours faire simplement réécrire l'axiome. C'est ce qu'on a fait là, l'axiome 14, et on indique que c'est bien l'axiome 14 qu'on utilise. Et ensuite, dans la ligne suivante, comme d'habitude, on va utiliser modus ponens. Donc on va utiliser d'abord modus ponens de la ligne 1 et de la ligne 3. Donc la ligne 3 nous disant que si A implique B, alors blablabla. Or, il se trouve qu'à la ligne 2, à ligne 1, pardon, on a déjà A implique B, donc on peut écrire juste le blablabla qui se trouvait ici. Ensuite, à la ligne 4, on a que on fait modus ponens sur la ligne 4 et la ligne 2. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a A implique non B implique non A. Or, à la ligne 2, on avait déjà A implique non B. Donc, A implique non B implique non A, ça implique non A. Donc, comprenez bien l'idée, on note les deux prémices, on met l'axiome 14, qu'on ajoute simplement à notre dérivation, et puis ensuite, deux fois modus ponens pour réduire l'axiome 14 à simplement non A, qui est l'objet de la fin de la démonstration ici. Et donc, on a bien démontré la règle de réduction par l'absurde. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire encore un dernier exercice qui va être l'élimination de la disjonction. Donc l'élimination de la disjonction, c'est une règle assez intuitive qui nous dit si j'ai A implique C, et que d'autre part j'ai B implique C, et qu'enfin j'ai A ou B, alors j'ai C. Donc prenons ça ensemble. Si j'ai le coronavirus, alors ça veut dire que je reste à la maison. Si je reste dans mon lit, ça veut aussi dire que je reste à la maison. Et enfin, on sait que j'ai soit le coronavirus, soit je reste dans mon lit. Et donc, on peut en conclure que comme j'ai l'un des deux, et que chacun des deux conduit à C, eh bien, je reste à la maison. Voilà, ça c'est l'idée qui est derrière. C'est une élimination de la disjonction parce que vous êtes en présence de trois prémices, et notamment une contenant une disjonction, et finalement vous réduisez à un seul élément. Donc vous avez réduit les prémices initiales à quelque chose de beaucoup plus simple. Et donc, pareil, sur les trois premières lignes, on écrit tout simplement les prémices, et sur la dernière ligne, on va écrire évidemment notre conclusion. Et la question est de savoir comment on arrive à la conclusion à partir des prémices. Et pour ce faire, eh bien, on va cette fois utiliser l'axiome numéro 9, que je vous ai repris ici, et qui dit A implique C, implique que si B implique C, implique A ou B implique C. Donc là, ce qui est un peu compliqué avec l'axiome, c'est que vous voyez, il y a énormément de parenthèses. Parce qu'évidemment, un axiome, on doit toujours l'écrire en suivant la syntaxe qui est de mise, et cette syntaxe n'est pas forcément évidente pour un esprit humain. D'où l'intérêt de pouvoir retranscrire les axiomes sous forme d'implication, enfin de règles de déduction, comme vous la voyez ici. Et donc, néanmoins, on peut sentir intuitivement que c'est bien ça qu'on veut dire, parce qu'on a le A implique C, on a le B implique C, et on a le A ou B, et enfin on a le C. Donc on voit bien que ici, tout est dans l'ordre requis. Donc on va mettre en ligne 4 l'axiome 9, et maintenant on va utiliser 3 fois modus ponens pour réduire cet axiome à C. Donc la première modus ponens concerne la ligne 1 et la ligne 4, et dans la ligne 1, on voit qu'on a déjà l'antécédent
de la première implication figurant dans l'axiome 9. Donc on va pouvoir supprimer cet antécédent dans la ligne suivante et se ramener à B implique C implique A ou B implique C. Et là, pareil, on va réutiliser modus ponens, cette fois avec la ligne 2, car la ligne 2 nous dit qu'on a déjà B implique C, et donc on peut supprimer ici le B implique C, et on se retrouve ainsi à A ou B implique C. Et là, une dernière fois, on utilise modus ponens, cette fois, on l'utilise avec la ligne 3 qui est là, et donc on a A et B, donc on peut supprimer A et B ici, et ça ramener uniquement à C. Et ainsi, on a notre démonstration qui est achevée, et on est parvenu à montrer la validité de cette implication sémantique que vous voyez ici. Donc voilà, ça clôture l'exercice. Je pense que vous avez maintenant la procédure et vous êtes en mesure de pouvoir comprendre ou démontrer les autres règles de dérivation intervenant dans l'exercice. Je pense que à partir du moment où vous avez compris le principe, l'essentiel c'est simplement de pouvoir reconnaître quelles sont les règles usuelles de la logique qui se cachent derrière chacun des axiomes auxquels vous êtes confronté. Alors, dans le cadre de l'exercice 4, vous allez devoir démontrer un certain nombre de règles légèrement plus sophistiquées. Donc, vous les voyez, elles sont au nombre de 4. On a le modus tollens, le principe d'explosion, la transitivité de l'implication et la réduction de l'équivalence. Je vous propose de faire ensemble les deux premiers en les illustrant précisément et les deux autres, vous en trouverez la solution dans le syllabus. Donc, je vous prie de vous y référer. Alors, tout d'abord, le modus tollens. C'est un raisonnement assez essentiel à la logique, c'est pour ça que je le choisis, parce que c'est ce qu'on appelle en mathématiques la contraposition. Il dit tout simplement la chose suivante. Supposons, pour reprendre notre exemple usuel, que A consiste à avoir le coronavirus et que B consiste à être dans son lit. Eh bien, si le fait d'avoir le coronavirus implique d'être dans son lit, alors ne pas être dans son lit, ça veut dire qu'on n'a pas le coronavirus. C'est un raisonnement qui est en quelque sorte inversé par rapport au modus ponens, donc ne pas confondre tollens et ponens, qui lui dit la chose suivante, modus ponens, c'est simplement que si A implique B et qu'on a A, alors on a B. Ici, c'est si A implique B et qu'on n'a pas B, alors on n'a pas A. Voilà, donc on va essayer de le démontrer. Et pour ce faire, on se réfère au syllabus, où la réponse est inscrite telle qu'elle, et on va la parcourir ensemble. Donc on veut montrer le modus tollens, qui a ces deux éléments comme prémisse et non A comme conclusion. Pour ce faire, on commence sur les deux premières lignes, comme d'habitude, à écrire les prémices. Donc première prémisse, A implique B, deuxième prémisse, non B, voilà, c'est correspond ici. Bon, ici, ils ont été inversés, mais c'est bien ça l'idée, ça ne change absolument rien. Et donc, en première règle, on va utiliser l'introduction de l'implication qu'on avait montré préalablement, qui dit simplement que à partir du moment où on a un certain élément, ici, non B, on peut le mettre dans une implication comme étant le conséquent d'une implication avec n'importe quoi comme antécédent. Parce qu'en effet, si non B est vrai, ici je mets n'importe quoi, je mets A, bah, si A est vrai, on a A implique du vrai, donc ça va, puisqu'on sait que non B est vrai. Et si A est faux, ben, une implication pour laquelle l'antécédent est faux sera toujours vrai, donc ça va aussi. Dès lors, cette phrase peut être écrite. Et alors, j'indique ici la règle que j'ai utilisée, hein, donc introduction de l'application 1. Et ensuite, dans une deuxième étape, on va utiliser la réduction par l'absurde qu'on a aussi prouvé préalablement. C'est pour ça que j'ai choisi ces exemples-là. Et donc, la réduction par l'absurde, souvenez-vous, elle consiste à dire que si d'un côté on a A implique B, première prémisse, et de l'autre côté, ce qu'on vient de dériver, A implique non B, eh bien, alors il faut qu'on ait non A. Et on peut donc écrire non A au vu de la réduction par l'absurde et des lignes 1 et 3. Et il se trouve que non A, c'est précisément ce qu'on voulait démontrer, donc on est parvenu à une démonstration valide du modus tollens. Très bien, donc maintenant, reprenons l'exercice et intéressons-nous à un autre principe qui s'appelle le principe d'explosion. Le principe d'explosion est aussi extrêmement important et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le principe d'explosion il consiste à dire que si vous avez deux prémisses contradictoires, A et non A, alors ça implique tout et n'importe quoi. A priori, ça peut paraître complètement farfelu, voire contre-intuitif. Mais l'idée est la suivante, c'est que à partir du moment où vous avez une contradiction dans la logique des propositions, ça veut dire que absolument toutes les autres propositions peuvent être prouvées comme étant vraies et fausses, ce qui est absolument ruineux pour l'ensemble de la théorie. C'est ce type de résultat qu'on aimerait bien contourner à tout prix. Et comme je vous ai dit précédemment, ça ne concerne pas la logique des propositions, mais dans les logiques un peu plus sophistiquées, le principe d'explosion
tient aussi à certains égards, comme dans l'arithmétique du piano, et on ne peut pas prouver que l'arithmétique du piano est non contradictoire, mais on va le supposer, parce que si ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'on aurait tout qui était à la fois vrai et faux, ça veut dire qu'on aurait 7 plus 5 égale à 12, mais 7 plus 5 serait aussi égal à 13, serait égal à 1, etc. Donc ce serait extrêmement problématique. Alors, ce principe d'explosion, il paraît pas tout à fait intuitif, et c'est pour ça qu'on va parcourir ensemble la preuve. En fait, qu'est-ce qui fait dans les axiomes de la logique des propositions que la contradiction est absolument explosive et qu'elle conduit à n'importe quel type de conclusion? Eh bien, pour comprendre cela, je vous propose d'aller voir, encore une fois dans le syllabus, la preuve du principe d'explosion. Notez que ici, il s'agit d'une approche assez classique. Il y en a une autre un peu plus courte que je vais vous expliquer par après et qui repose sur une autre approche. Donc, les deux prémisses A et non A, on les écrit dans le raisonnement. On peut écrire première ligne prémisse A et puis la prémisse non A, on l'écrira en troisième ligne, mais on n'a pas besoin tout de suite, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas en ligne 2. Et ensuite, on veut à la dernière ligne arriver à B, qui est ici. Donc pour y arriver, on va faire un premier raisonnement qui consiste à faire l'introduction de l'application comme on a vu habituellement. C'est-à-dire que comme on a A, on peut mettre A dans une application dont il est l'antécédent, le conséquent, pardon, en prenant n'importe quoi comme antécédent, ici non B. Donc non B implique A, ça c'est bon. Ensuite on rajoute la prémisse, donc ça ne fait pas de difficulté. Et ensuite on fait à nouveau l'introduction de l'application pour cette deuxième prémisse. Et donc on va mettre à nouveau non B. Donc on se retrouve en fait avec ici des trucs assez similaires. Non B implique A et non B implique non A. Et à ce moment-là, réduction par l'absurde. Donc vous voyez que c'est la même procédure que pour la fois d'avant. On va dire que comme non B implique non A et que non B implique A, ce sont des contradictions, on veut éviter les contradictions. Et donc, il faut que non B soit faux. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait non B. Et pour la dernière étape, on utilise le principe de double négation. Celui-là, on l'a pas vu, mais il est assez simple. Vous l'avez vu au cours avec le professeur Verdet. Il consiste simplement à dire qu'à partir du moment où on a un double négation ici, non quelque chose est égal à ce quelque chose. Donc vous pouvez remplacer non B par B. Et vous avez trouvé ce que vous voulez. Voilà, alors une autre manière de procéder, ça consisterait à utiliser l'introduction de la conjonction et le syllogisme disjonctif. Donc l'introduction de la conjonction, ça veut simplement dire qu'à partir de A, vous pouvez écrire A ou B. Parce que comme A est vrai, vous pouvez dire que on a A ou n'importe quoi d'autre. Par exemple, si j'ai le coronavirus, c'est que A c'est avoir le coronavirus, je peux dire j'ai le coronavirus ou je suis millionnaire. Ce sera complètement valide, même si j'ai 0 sur mon compte en banque. Et donc vous pouvez faire ça, puis après vous utilisez le syllogisme disjonctif, que je vais vous présenter un tout petit peu plus loin. Donc, syllogisme disjonctif, il est ici. Et il consiste à dire que si vous avez non A et A ou B, alors vous pouvez en déduire B. Et c'est exactement ce qu'on avait. Parce que si vous vous souvenez, dans les prémices du raisonnement juste du principe d'explosion, on avait bien A et non A, et on a rajouté A ou B en utilisant l'instruction de la disjonction, et donc en appliquant immédiatement le syllogisme disjonctif, vous arrivez à la conclusion B, qui est celle qu'on voulait avoir. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs approches au principe d'explosion, et c'est important de noter qu'il y en a plusieurs, parce que quand on voudra aller vers une logique un peu plus sophistiquée, qui évite ce phénomène tout à fait déplorable que la moindre contradiction implique tout et n'importe quoi, eh bien, on va devoir s'assurer que le syllogisme disjonctif ne soit pas valide, parce que si en tout cas, on va devoir assurer quelques conditions pour ne pas avoir ensemble le syllogisme disjonctif et l'introduction de la disjonction, car ensemble, ils conduisent nécessairement au principe d'explosion. Donc vous allez voir qu'il s'agira de transformer certains des axiomes dans une voie qui restera intuitivement admissible, de façon à éviter que de fil en aiguille, on parvienne à ces conséquences peu souhaitables. Voilà, donc ça clôture l'exercice 2. Je vous invite à faire les deux autres exercices en vous référant aux notes de cours, et je pense que si vous faites les choses méthodiquement, tout ira bien. Alors pour l'examen, vous ne devez pas être capable de produire des raisonnements innovants en tant que tels, par contre vous devez être capable de les comprendre. Donc c'est pourquoi on fait les exercices ici. À ce moment, je pourrais vous demander de commenter un raisonnement ou de le changer, par exemple de le simplifier,
Ce sera d'ailleurs l'objet de l'exercice 5 qu'on va voir tout de suite. Donc retenez, vous ne devez pas produire des preuves, vous devez les comprendre et les simplifier. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de faire l'exercice 5. La raison en est qu'il faudrait absolument être doté d'un tableau. Mais j'espère que le temple du savoir ouvrira bientôt ses portes et qu'on pourra à nouveau réinvestir les auditoires. Il n'en reste pas moins que je vous invite à consulter quand même le solutionnaire qui se trouve dans le syllabus et que si vous avez la moindre question, vous pouvez me l'adresser. Pour terminer cette petite vidéo, je vous propose peut-être de formaliser une phrase en français du type si j'aime la vidéo et que j'ai appris quelque chose, alors je la like et je la partage. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Si les questions relatives à l'histoire de la logique et à ses motivations philosophiques vous intéressent, je vous invite à consulter la BD Logicomics que j'ai déposée dans les documents du cours, et dont j'ai d'ailleurs touché un mot la semaine dernière, et également à vous référer aux notes du cours concernant l'histoire de la logique que le professeur Verdet vous a présenté déjà et dont il continuera à vous parler dans les semaines qui viennent. Ces chauves-souris là qui ont mangé et qui ont mangé des humains et qui nous ont fait faire une maladie comme ça, moi je peux pas vivre avec ça. Ça se racharne sur les jeunes, hein. Les vieux ils vont crever, ils savent pas ce que c'est. Nous, on a encore 40, 50 ans à vivre dans cette vie de merde, dans cette planète de merde.